Bonjour et bienvenue au Parlement européen. Alors nous sommes dans le hall où sont reçues les personnalités. Et dans Europe Hebdo, nous allons parler d'un autre tapis, le tapis rouge de Cannes, car c'est cette semaine que commence le festival du film. Et on le sait peu, le cinéma européen est en partie financé par des fonds de Bruxelles. Mais d'abord l'actualité. Tout le monde invoque la croissance, mais de quelle croissance parle-t-on? C'est la question de la semaine. Croissance, croissance, sur le continent européen, des voix s'élèvent pour invoquer la croissance. Les appels viennent de France, d'Espagne, d'Italie et même du 35e étage de l'Eurotower de Francfort où siège le gardien de l'orthodoxie monétaire. Aujourd'hui, ce que j'ai à l'esprit, c'est la nécessité d'un pacte de croissance. Mais comment faire revenir la croissance à l'horizon européen ? En France, le nouveau président de la République réclame un changement en Europe en ajoutant un volet croissance au pacte de discipline budgétaire. Pas si vite, Berlin met en garde, la croissance oui, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas par la dette. Wachstum durch Strukturreform. Une croissance par des réformes de fond est importante et nécessaire. Mais nous ne voulons pas d'une croissance à crédit qui nous ramènerait au début de la crise. Nous ne ferons pas ça. À Bruxelles, en tout cas, les grands travaux sont lancés. La Commission européenne envisage de mobiliser près de 80 milliards de ressources non utilisées pour faciliter le financement de grands projets dans le domaine des énergies renouvelables, des transports, une sorte de plan Marshall européen qui tirerait d'affaire la Grèce, le Portugal, l'Espagne, peut-être même la Grande-Bretagne, tous frappés par la récession. Mais la volonté de croissance est-elle compatible avec l'austérité ? Réponse au prochain Conseil européen le 28 juin à Bruxelles. Et cette semaine, pour commenter l'actualité, une députée allemande est avec nous, Evelyne Gebhardt. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie ici du groupe socialiste et démocrate, du SPD allemand, qui est dans l'opposition à Angela Merkel. Alors on parle de croissance, tout le monde invoque la croissance, mais on ne sait pas très bien comment la faire venir. Et puis surtout, chacun a sa définition de la croissance. Pour vous, quelle est cette croissance? Est-ce que c'est une croissance par la dette ou une croissance au contraire par des réformes structurelles, comme l'a redit Angela Merkel? C'est un mélange des deux probablement que nous devrons faire, mais pas par les dettes. Mais nous avons dans l'Union européenne beaucoup de ressources qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être dépensées en ce moment. C'est assez étonnant, vous direz, mais je pense qu'il faudrait prendre ces ressources dans les fonds structuraux et d'autres pour en faire vraiment un projet de croissance dans l'Union européenne, pour que l'on puisse créer de l'emploi, pour que l'on puisse donner de l'éducation aux jeunes, leur proposer aussi des métiers dans lesquels ils peuvent survivre. Ça n'occasionnera pas de nouvelles dépenses. Finalement, votre vision de la croissance est quand même compatible avec celle qu'a définie Mme Merkel. C'est tout à fait compatible avec ce que veut François Hollande, mais c'est aussi compatible avec ce que veulent les citoyens allemands, qui sont très durs sur cette thématique, et il faut les écouter, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent précisément? Ils disent: nous voulons la rigorosité, nous voulons que nos États fassent des économies pour que les enfants, dans l'avenir, ne soient pas obligés de payer les dettes de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est ça la discussion en Allemagne. Il faut le prendre en compte parce que nous ne voulons pas que les enfants aient tant de dettes à avoir. Alors justement, comment les Allemands regardent-ils certaines mesures mises dans le programme du candidat François Hollande, devenu président de la République, tel le retour du moins partiel à la retraite à 60 ans? Comment voit-il toutes ces mesures? Je pense que chaque gouvernement doit prendre ses priorités. Nous avons une certaine somme d'argent que nous pouvons dépenser et nous devons faire des priorités. Où est-ce que nous voulons dépenser cet argent? Donc ça, c'est du ressort de la France. C'est du ressort de la France, c'est du ressort de l'Allemagne de le faire d'une autre manière si elle le veut, mais c'est du ressort de la France de le faire. C'est une décision française et il faudra que, bien sûr, que François Hollande, comme Mme Merkel, respecte les traités de l'Union européenne dans lesquels nous avons aussi quelques critères de Maastricht à prendre en compte. Mais cela ne signifie pas
que l'on ne peut pas faire des réformes, que l'on ne peut pas faire des restructurations, que l'on ne peut pas dire, écoutez, nous voulons faire en sorte que l'argent soit dépensé de cette manière-là parce que nous voulons créer de l'emploi, parce que nous voulons avoir un avenir, une perspective pour les citoyens. Alors le président français, le nouveau président de la République française et la chancelière allemande se sont vus à Berlin pour la première fois. On ne connaît pas le détail de ce qui s'est dit, mais les discussions s'annoncent un peu difficiles puisqu'ils ne sont pas forcément d'accord sur le cap futur à donner à l'Europe. Sur quoi, à votre avis, le compromis peut-il se faire? Est-ce que la volonté française de croissance est compatible avec la recette allemande de l'austérité? Il faudra la faire, il faudra le faire. Il faudra que François Hollande voit bien quelles sont les possibilités dans l'Union européenne, mais il faut aussi que Mme Merkel se bouge un peu. Elle ne peut pas rester sur ses positions et dire je ne bouge pas, ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez des signes d'évolution alors même qu'elle a été mise en difficulté dans certains scrutins régionaux en Allemagne? Oui, elle est bien obligée parce qu'elle voit bien que même en Allemagne, on commence à discuter d'une autre manière, que l'on pense aussi quelle est la situation des citoyens dans l'Union européenne, en Allemagne, en France et dans les autres pays. Donc il faut donner des réponses à cela. Et un grand progrès qui a été fait hier, à mon avis, c'est qu'on a dit dans ces termes-là, il n'y a plus de tabou, on met tous les thèmes sur la table. Ce que Mme Merkel ne voulait pas jusqu'à maintenant. Et donc il y a déjà une avancée, une progression, et je pense bien et j'espère bien que ça va progresser encore un peu plus. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de François Hollande peut changer quelque chose à la nature, au style du couple franco-allemand? On parle de Frangela, Merkeland. Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau duo en Europe? Écoutez, je ne suis pas sûre que j'aimerais bien avoir ce non, ça m'est égal comment il s'appelle. C'est des surnoms qui ont été donnés. Merkozy avait une connotation négative en Allemagne. Je ne sais pas comment c'est en France, mais il y avait une connotation négative qui disait aussi que c'est Merkel qui décide ou alors la France qui suit. Et mais Merkozy qui impose sa loi à l'Europe finalement. Voilà. Est-ce que ça va changer? Exactement, et cela va changer. Et il faut que cela change parce que nous avons 27 pays dans l'Union européenne, nous ne sommes pas que deux. Et je pense que les autres pays ont un droit de regard aussi sur la politique que nous faisons en Europe. Alors il y a un pays qui inquiète les dirigeants européens, qui donne des sueurs froides à l'Europe, c'est bien sûr la Grèce, avec de nouveau le blocage et de nouvelles élections en vue. Voyez tout de suite ce tour d'horizon des télévisions européennes qui ont mis la Grèce à la une. Regardez. L'allumage de la flamme olympique a bien été l'une des seules bonnes nouvelles en provenance de Grèce aujourd'hui. La deuxième tentative de mise en place d'une coalition autour d'Alexis Tsipras vient d'échouer, le leader de la gauche radicale ayant expliqué qu'il tenait le programme de réduction des déficits et des dépenses pour nul et non avenu. Des nuages d'incertitude planent sur Athènes et sur la zone euro. La Grèce n'a toujours pas de gouvernement plus d'une semaine après le résultat des élections. Si les tentatives de former une coalition échouent, le pays devra retourner aux urnes. La presse du jour parle de drames et de situations à haut risque. Et dans les rues d'Athènes, la population est résignée. De l'huile, du fromage et de la confiture, ces produits sont tous entièrement produits en Grèce. Mina est une ancienne journaliste gastronomique. Elle a ouvert cette épicerie grâce à ses propres économies. Une exception sur la petite île de Lesbos qui, grâce à ses riches yachts, ne connaît pas la crise. Quelles seraient les conséquences pour la Grèce d'un divorce avec la zone euro? C'est une question qui revient de plus en plus souvent dans les interventions des analystes. En effet, pour les Européens, si la Grèce n'accepte pas d'appliquer les réformes imposées par ses créanciers, elle doit sortir de la zone euro. Evelyne Gebhardt, que peut-il se passer maintenant en Grèce si les nouvelles élections organisées ne donnent rien? Qu'est-ce qui peut se passer
C'est le chaos, l'austérité ou le chaos. Quelle issue voyez-vous? Si la Grèce a un problème avec les votes en ce moment, si les résultats sont mauvais, il y aura un gros problème en Grèce. Et le plus gros problème, ça sera pour les gens, pour les personnes qui sont déjà dans une situation très précaire en Grèce. Et j'espère bien que les Grecs vont comprendre cela, qu'il faut continuer à travailler. Mais je pense aussi que l'Europe doit aussi faire un pas vers la Grèce. Et d'ailleurs, la Commission européenne a dit qu'elle était prête à accepter aussi de ralentir l'austérité qui est demandée. Et je pense que la politique qui va peut-être, que j'espère va changer en ce qui concerne la croissance aussi en Europe, va avoir aussi quelques retombées. Évidemment, jusqu'au mois de juin, ça ne sera pas encore visible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement d'interlocuteur pour négocier. Nous n'avons pas d'interlocuteur Pour l'instant, la situation est bloquée en ce moment. Et ça, c'est un gros problème. Et il faudra voir quel sera l'interlocuteur après les nouvelles élections au mois de juin. Nous devons essayer de tout faire pour que la Grèce reste dans la zone euro, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec Merkel et Hollande qui l'ont dit très clairement hier aussi. Ils ont dit qu'il fallait faire quelque chose pour la Grèce. Ça peut prendre quelle forme? Est-ce qu'il faut un plan particulier pour le pays? Je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui, bien sûr, ce qu'ils ont dans la tête, mais il y a beaucoup d'idées en ce moment de plans particuliers pour la Grèce. Vous voyez, les fonds structuraux dont la Grèce ne peut pas profiter en ce moment, on pourrait peut-être en faire un programme justement de croissance pour la Grèce, que l'argent qui leur est dû puisse être utilisé pour les Grecs, pour leur donner une base d'économie pour qu'il y ait une certaine croissance qui puisse se mettre en place. Ça veut dire pour créer des emplois, pour créer des emplois, faire en sorte que l'éducation se remette en marche, parce que beaucoup de jeunes ne trouvent pas de possibilités de se former, de formation, et donc de créer dans ce domaine-là quelque chose. On pourrait créer aussi des start-up, des choses dans ce genre-là, dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple, parce qu'en Grèce, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent. On pourrait faire quelque chose dans ce domaine-là. Je pense que c'est dans cette voie-là, dans cette direction-là qu'il faudrait aller et donner donc une perspective aux gens. Est-ce que tout ça, ça ne représente pas quelque chose, une tâche gigantesque dans la mesure où on a l'impression qu'il faut tout reconstruire en Grèce? C'est gigantesque en effet en Grèce. Et ça ne va pas être fait en quelques mois ou en quelques années. Quel est le tout premier pas à faire pour le tout premier pas à faire, c'est de faire un programme de croissance. Pour qu'il y ait donc cesser cette politique d'austérité. Oui. La politique d'austérité telle qu'elle est formulée en ce moment-là, elle met à mal l'économie grecque. Et elle crée la perte d'emploi. Ça veut dire que concrètement les Européens devraient être un peu plus conciliants avec les Grecs, c'est ça que vous dites? Pas plus conciliants, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec les Grecs, parce qu'il y a un manque de structure. Parce que l'aide européenne, le total de l'aide européenne accordée a déjà un peu baissé. Est-ce que c'est une pression supplémentaire mise sur les Grecs pour qu'ils accélèrent au contraire leurs réformes? Oui, mais c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Moi, je pense que oui, bien sûr, ils doivent faire des économies, c'est clair, parce qu'avec les dettes qu'ils ont, ça ne peut pas marcher. Mais il faut aussi faire en sorte qu'ils aient une possibilité d'avoir de l'économie, qu'ils aient la possibilité de gagner de l'argent pour pouvoir rembourser les dettes à un moment ou à un autre. Mais il y a un autre problème qui est structurel aussi. Il n'y a pas de véritable administration qui marche véritablement bien. Cela aussi, il faudra le mettre en place. Il faudra aider les Grecs dans ce domaine-là. Ça va durer plusieurs années, une génération probablement. Mais il faut se mettre en route. On ne peut pas dire, écoutez, vous faites des économies, économisez, perdez de l'emploi et après ça marchera. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas. Il faut du temps. Il faut du temps. Merci beaucoup, Evelyne Gebhardt, d'avoir été notre invitée. Alors, on va parler aujourd'hui de cinéma. Alors que s'ouvre le festival de Cannes, la culture européenne est-elle sacrifiée en période d'austérité? François Baudonnet en parlera avec son invité après ce reportage signé Thibault Le Floch qui a suivi Serge Brandberg qui restaure des vieux films européens. Regardez. Certaines de ces images ont plus de 100 ans.
Venus des quatre coins du globe, ces films ont parfois passé des décennies, oubliés dans des greniers, avant de retrouver une seconde vie grâce à cet homme, Serge Bromberg. En 40 ans, ce cinéphile a constitué une collection de plus de 100 000 bobines et avec sa société Lobster Film, il restaure chaque année une cinquantaine de films anciens. Voilà. Il s'agit de Mère française, un film produit en 1917 par la société Eclipse, donc film de guerre, avec Sarah Bernard, c'est une copine nitrate d'époque de 1917. Depuis 4 ans, Serge Bromberg s'est lancé un nouveau défi, mettre à disposition du plus grand nombre les pépites des cinémathèques européennes grâce à un site internet inédit. Europa Film Treasures, Trésor des archives européennes, est une plateforme internet gratuite d'accès où chaque cinémathèque propose quelques-unes de ses grandes restaurations afin que cet ensemble d'environ 200 films forme cette malle au trésor, cette sorte de mémoire du monde telle que l'Europe l'a constituée. Films d'animation, vaudeville ou bien encore documents historiques, tous les genres sont représentés. Un site interactif qui permet de valoriser les fonds de 31 cinémathèques européennes. Ah oh, tiens, ce film restauré à Belgrade en Serbie, ça a l'air formidable, je vais aller voir ce qu'ils font à Belgrade. Clic, et on se retrouve sur le site de la Cinémathèque de Belgrade, dans la langue qu'on a choisie, puisque Europa Film Treasure est dans les 5 langues européennes, plus la langue native, quand c'est le roumain, le tchèque ou des choses comme ça. Donc voilà, on est dans une sorte de vitrine, de formidable vitrine, où on peut même goûter, consommer. Incroyable, quoi. Vous allez voir, date de 1954, ça s'appelle World. Et pour apprécier un film, rien de mieux qu'une véritable salle de cinéma, comme celle du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est du film de sécurité. Mais jusqu'en 1950... En véritable showman, Serge Bromberg n'hésite pas à donner de sa personne pour partager sa passion du 7e art. Donc c'est très dangereux, si vous en avez, n'essayez pas de savoir si ça marche, amenez-le à la Cinémathèque Royale de Belgique. Attention, ça va super vite. 1, 2... Merci beaucoup, Amila. Merci. Si toute la salle porte ces étranges lunettes, c'est pour apprécier la projection en 3 dimensions de films parfois tournés au tout début du XXe siècle. Okay, here we go. Des films de Méliès projetés en 3D, une vidéothèque européenne gratuite sur Internet. L'utilisation de ces nouvelles technologies a séduit l'Union européenne. Elle finance d'ailleurs 50% du site de Serge Bromberg, Europa Film Treasures. Ce qui est important avec ce projet qui a reçu un soutien dans notre laboratoire de test qui est les projets pilotes, ce qui est intéressant pour nous, c'est l'application des nouvelles technologies. Entre 2007 et 2013, le programme Média a consacré 755 millions d'euros pour soutenir le cinéma européen. Une aide vitale pour les créateurs, dont 300 projets de films sont ainsi financés chaque année. Chaque année, nous avons à Cannes des films qui ont reçu des subventions médias, que ce soit dans le développement ou la distribution. Par exemple, l'année dernière, où nous avons fêté nos 20 ans du programme Média, nous avions 21 films dans les sélections à Cannes. En 2013, le Parlement européen devra voter un nouveau budget pour le programme Média qui courra jusqu'à 2020. Les professionnels du cinéma espèrent que les subventions ne pâtiront pas trop de la crise, histoire de pouvoir continuer à tenir tête aux géants hollywoodiens. Et voilà pour ce joli reportage signé Thibault Le Floch. Alors nous avons été rejoints par Marie-Christine Vergiat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française. Vous êtes membre ici au Parlement européen à Bruxelles de la Commission de la culture. On l'a vu dans ce reportage, l'Europe finance une partie du cinéma européen. Et pourtant on ne le sait pas. Si on demande aux gens ce que fait l'Europe, personne ne va dire que l'Europe finance une partie du cinéma européen. Comment ça se fait qu'il y ait cette ignorance comme ça ? On connaît très mal le fonctionnement des institutions européennes. Et c'est d'ailleurs tout particulièrement vrai en France. Je crois qu'il y a une responsabilité des médias en la matière. Excusez-moi, ce n'est pas le cas de la chaîne parlementaire qui est une des rares chaînes françaises à véritablement consacrer des émissions aux questions européennes.
Mais quand on regarde l'ensemble des médias, eh bien, de quoi on parle en ce moment? La crise, le problème de l'euro, les questions économiques, et on ne parle jamais du reste. Alors, Moi, 750... j'ai tendance à dire, l'Europe est capable du meilleur et du pire, et on nous montre uniquement le pire. Donc c'est la faute des médias. C'est un peu facile quand même, non? Non, c'est pas seulement la faute des médias, mais un des enjeux, c'est comment on fait en sorte que les citoyens s'intéressent plus aux questions européennes. Mais José Manuel Barroso, par exemple, ou ici au Parlement européen, moi je suis ici depuis quelques années, j'ai jamais entendu parler à un responsable européen du cinéma européen. C'est une question qui est souvent marginale, y compris dans les enjeux européens. Sur le budget culture, par exemple, régulièrement, chaque année, le Parlement européen a rétabli les crédits consacrés à la culture. Ils ne sont pourtant pas très importants, c'est 0,05% du budget de l'Union européenne. Mais à chaque fois, la Commission, en accord avec le Conseil, nous présente un budget revu à la baisse. Donc ça montre quelle est la priorité accordée à cette question. Et c'est vrai que quand on regarde les grands débats des institutions européennes, la culture a une place marginale. Alors vous avez donné un chiffre qui dit ce qu'il veut dire, 0,05%, donc c'est très très peu. Il y a des grands budgets comme la politique agricole commune qui font par exemple 30 ou 40%. Est-ce que justement c'est pas là la question, le souci, c'est-à-dire qu'il y a en fait finalement quand même peu d'argent, et au-delà de ça d'ailleurs on peut se poser la question, est-ce que c'est à l'Europe de financer la culture? Je crois que c'est des questions de priorité, ça dépend quelle Europe on veut construire. Effectivement, 50% du budget de l'Union européenne est consacré à la politique agricole commune. Donc il y a besoin de redéfinir un certain nombre de priorités et de questions. Quand il s'agit d'aller trouver de l'argent pour les banques, on trouve assez facilement 1000 milliards pour sauver les banques, avec les résultats que l'on connaît notamment en Grèce. Sur ces questions-là, pour moi, c'est des questions qui sont tout aussi essentielles. D'abord parce que c'est une question fondamentale pour la formation des citoyens à l'avenir. Le reportage que nous avons vu est extraordinaire de ce point de vue. C'est la restauration de films anciens pour protéger notre patrimoine culturel. Ça devrait être une des priorités. On dit sans arrêt le patrimoine européen, mais il faut le démontrer dans les actes politiques et dans les actes budgétaires. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On voit bien quelles sont les priorités. Il y a des beaux discours, ça a du mal à se traduire dans les actes en termes de priorités politiques. Alors les États européens n'ont plus un sou, tous. Est-ce qu'il n'est pas normal, malgré tout, qu'en période de crise, il y ait peut-être moins d'argent? Alors vous citiez l'exemple des banques. Est-ce qu'il n'est pas normal quand même qu'il y ait moins d'argent pour la culture que pour des secteurs qui sont plus directement et immédiatement vitaux dans l'économie? Je pense que le secteur de la culture est un secteur vital pour l'économie. La culture, c'est 5% du PIB. C'est pas négligeable, 5% du PIB. C'est près de 2% de l'emploi en Europe, le secteur culturel. Et c'est un secteur qui a une énergie extraordinaire. On dit Europe créative, innovation. L'arrivée des nouvelles technologies frappe ce secteur qui est en plein bouleversement. Donc, si on veut protéger le patrimoine européen, si on veut que le cinéma européen continue à avoir une place sur la scène mondiale, il faut lui donner les moyens de résister aux grands groupes américains en la matière. Comment ça se passe? Alors ça peut se passer par des subventions, donc par de l'argent européen, mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'il faudrait prendre selon vous? Je pense que le soutien à la création est quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs un des objectifs premiers du programme Média. Ça ne fait pas tout, mais quand on regarde comment se comportent les différents cinémas européens, parce qu'en fait le cinéma européen c'est une addition finalement des cinémas des États membres, le cinéma français résiste mieux que la plupart, que l'ensemble même des autres cinémas européens. Si le cinéma français résiste mieux, c'est parce qu'il a un système de financement qui est très particulier. C'est le financement par le CNC, par des taxes sur le cinéma, sur les télévisions et maintenant sur les fournisseurs d'accès à Internet. C'est menacé tout ça, mais je pense que ça fait partie effectivement des choses qui sont fondamentales. Mais c'est aussi la place que l'on accorde à ces questions, notamment dans le secteur éducatif. Est-ce que vous nous dites qu'il faudrait transposer le système français de financement du cinéma au niveau européen ?
C'est toujours difficile de répondre de cette façon parce que l'Union européenne est une mosaïque et sa richesse, c'est sa diversité. Donc il est toujours difficile de transposer un modèle qui n'existe que dans un seul pays. Mais on peut avoir des discussions en la matière. Le programme Média a montré son utilité. Donc on peut peut-être combiner ce que fait le programme Média avec ce que fait le cinéma français, justement parce que c'est un peu un exemple. Et puis peut-être qu'il faut regarder pourquoi, alors qu'il y a une énorme production en termes de cinéma en Europe, pourquoi la masse des recettes va au film américain? On a des questions à se poser en la matière. Est-ce que là, on est en plein festival de Cannes, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel est l'état des lieux justement du cinéma européen? Est-ce que vous êtes inquiète? Oui et non. Je pense qu'il y a une richesse. Bon, d'abord, l'Europe est un peu le berceau du cinéma d'une certaine façon. Donc il y a une richesse extraordinaire. Le prix Luxe, qui est le prix du Parlement européen, cherche à justement valoriser cette diversité européenne et à la faire connaître en sous-titrant chaque année un film. Donc il y a une production qui est très très riche. Il y a toujours eu d'extraordinaires cinéastes en Europe. Mais si on ne fait rien pour protéger cette production, avec notamment ce qu'on a appelé l'exception culturelle, eh bien, on risque d'aller vers de plus en plus un cinéma de divertissement qui a son rôle à jouer, mais qui ne peut pas couvrir l'ensemble du cinéma européen. Et ce que l'on voit, oui, d'une certaine façon, ce que l'on voit en Espagne, au Portugal, en Italie, en Angleterre, est assez inquiétant de ce point de vue. Donc la France peut être un exemple dans sa capacité à résister justement en la matière. Merci beaucoup Marie-Christine Vergiat donc pour une exception culturelle européenne. Exactement. Merci encore. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine avec Katia Gilder, bien sûr. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.